Salut tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, énormément de choses à dire. On commencera avec le match nul face au Fenerbahçe. Les gars, on en parlera assez longuement. On en parlera aussi de Mourinho, on parlera de Pierre Sage. Donc beaucoup de choses à dire dans cet axe-là. On enchaînera avec le mercato. Pareil, énormément d'offres sont apparues cette semaine. Pas mal d'offres, surtout pas mal de rumeurs assez intéressantes. On en reparlera. Et on finira avec des infos qui sont assez inédites, dont on n'a pas encore entendu beaucoup parler et qui franchement font un peu plaisir pour nous, supporters de football. On en reparlera à la fin. Donc les gars, c'est parti pour la vidéo. On commence donc par le match de Ligue Europa qui nous a opposé aux Turcs de Fenerbahçe. Alors on va y aller petit à petit dans le résumé du match. On va parler d'abord du contexte. Alors évidemment, avant le match, on signait peut-être pour le match nul parce qu'on joue à l'extérieur en Turquie dans une ambiance assez hostile pour nous Lyonnais et assez chaude. On joue contre une très grosse équipe qui performe souvent dans son championnat, qui était plutôt en forme parce qu'ils avaient plutôt peu perdu récemment, alors que nous on était en crise de confiance et qu'on cherchait à se retrouver et à retrouver notre identité de jeu précédente. Donc je vous avoue que j'aurais signé peut-être pour le match nul avant la partie. Maintenant en regardant le match, c'est une chose différente. La première mi-temps, très fermée, un bloc bas de Fenerbahçe qui a laissé le match se prolonger dans sa continuité sans que personne prenne un ascendant, j'ai l'impression. En première mi-temps, aucune action de chaque côté, aucune situation presque, qu'un tir cadré à la 40e minute, il me semblait. Donc ça, c'était pas un très très joli match, parce que franchement, il n'y avait rien à se mettre sous la dent, aucune action, aucune créativité, rien. Alors en seconde mi-temps, c'était autre chose, on avait pris l'ascendant, on avait par séquence la possession, on avait des occasions, et certes, on aurait pu plier le match avec un peu plus de réalisme. Mais c'était pas simple, on y reviendra. Donc en seconde période, on méritait, je pense, de gagner ce match en vue de ce qu'on a proposé par rapport à leur équipe, qui permettait moi d'être un peu, on va dire, dans le charriage. Je sais pas si ça se dit, mais je vais un peu me moquer de Messi gentil. Mais Fenerbahçe, c'est un petit peu un EHPAD. Ça ressemblait au PSG lors des dernières saisons, parce qu'ils avaient que des anciens joueurs qui nous ont fait kiffer un peu le foot, la Ligue des Champions. Je pense à Fred, à Tadic. Tadic qui avait fait une grosse saison avec l'Ajax en 2020, 2018, je sais plus exactement. Avant 2020, c'était 2018 ou 2019, je sais plus. Bref, on avait des Tadic, on avait des Fred, on avait Alan Saint-Maximin, que des bons petits joueurs comme ça, un peu partout dans leur effectif. Pareil, Dzeko qui, sur plusieurs générations, a fait vibrer le football du côté de l'Italie et de la Roma. Donc franchement, sur le papier, c'était une bonne équipe de stars, on va dire. Une grosse équipe qui, il y a 10 ans, aurait... Enfin, pour Saint-Maximin un peu moins, on va dire entre 10 et 5 ans avant, ils auraient une très grosse équipe et ça aurait fait plutôt peur de les affronter. Donc là, ça s'est mieux déroulé que ce que je l'aurais pensé. On avait l'ascendant en seconde mi-temps, ils ont été très faibles et on aurait dû gagner ce match. Par contre, Fenerbahçe, ça jouait très sérieux. En fait, on le savait d'avance. Moi, je le disais à mes potes, les gars, on joue contre Mourinho, va pas falloir s'attendre à un match ouvert avec des gros espaces. Enfin, on savait que le match allait être fermé, que ça allait être bloc bas du côté du Fener. Alors en première mi-temps, leur bloc n'était pas ultra bas, ils étaient plutôt, on va dire, bloc médian. Mais par contre, ça défendait serré les gars, il n'y avait aucun espace. Ils étaient tous dans leur ligne, ils prenaient des couvertures de fou. Et il n'y avait aucun ballon qui passait, vraiment, on pouvait tenter autant qu'on voulait. En première mi-temps, on n'arrivait pas à dépasser, on va dire, les 20 mètres après leur moitié de terrain, parce que c'était impossible d'aller plus loin. Ils étaient trop resserrés, malgré que le bloc ne soit pas trop bas. Par contre, en seconde mi-temps, leur bloc était vraiment plus bas, était presque dans leur surface de réparation. Et encore une fois, quand on arrivait dans leurs 35 mètres, on ne pouvait plus rien faire parce qu'on était pris dans tous les sens, on n'arrivait pas à trouver la solution. Passer sur un côté, ça marchait pas. Passer au centre non plus en dribble, en passe, ça marchait peu. Donc j'y reviendrai après, mais c'était très compliqué de poser notre jeu. On a vu les Lyonnais en difficulté dans ce secteur de jeu-là. Par contre, du côté de Fenerbahçe, c'était très faible offensivement surtout. Offensivement, ça proposait rien. J'ai pas beaucoup stressé du match, à part la rentrée de Saint-Maximin, qui, on le sait, techniquement, c'est un bon joueur. Malgré ses irrégularités, c'est celui qui aurait pu nous mettre en difficulté. Heureusement, ça a été, et on s'en est mieux sorti parce que eux, offensivement, franchement, j'insiste beaucoup dessus. Ça proposait pas grand-chose, aucune situation, aucune occasion franche plutôt de la part des Turcs. Par contre, nous, du coup, on a le droit de s'en vouloir parce que on a fait des choses, on a tenté des choses, on a fait des belles choses. Il n'y avait pas tout qui était acheté, mais il en manquait clairement. Alors, ce qui était bien, on va dire, c'est la charnière. On va évidemment
Niakate et Mata, bon, alors vous me direz, il n'y a eu aucune occasion, et c'est là que je vais rebondir. On n'a pas été inquiété du match. Tout le monde dit que Niakate et Mata, c'est la charnière incroyable et qu'ils ont fait un match exceptionnel contre Fenerbahçe. J'exagère en disant exceptionnel. Mais évidemment, il n'y a eu aucune occasion pour les Turcs, donc ils n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce qu'on ne sait pas trop, quand il y a peut-être une ou deux occasions par match, c'est comme les gardiens, c'est difficile de rentrer dans son match alors que tu as deux occasions adverses. Enfin, c'est compliqué d'être régulier dans ton match au moment où les autres attaquent. Et voilà, on s'est pas fait peur défensivement, ils ont assuré le peu qu'ils avaient à faire à la relance, c'était propre des deux côtés. Le seul bémol, ça aurait été s'il y avait eu carton rouge de Niakate. Heureusement, ce n'a pas été le cas, il n'y avait pas carton rouge. Il y a eu jaune, alors vous me direz est-ce que c'est mérité ou pas, c'est pas scandaleux qu'il y ait jaune, ça aurait pas été scandaleux qu'il n'aurait pas eu jaune avant. Donc franchement, on va dire que le carton jaune n'est pas dérangeant, en plus il n'est même pas suspendu pour le prochain match. Maitland-Niles n'était pas là, on ne sait pas pourquoi, j'ai pas eu d'informations à ce sujet. Tagliafico était suspendu, donc Abner, je ne l'ai pas trouvé avec un apport exceptionnel. Je pense que ça aurait été un match qui aurait pu lui faire du bien dans la physionomie, mais je ne l'ai pas trouvé tant tranchant que ça, et j'ai bien aimé Koumbeji, par sa hargne, par sa fougue de jeunesse, j'ai envie de vous le dire, parce que j'adore ce joueur, et j'aimerais qu'il joue plus, parce que franchement, alors je me répète dans les parce que, mais j'essaye de me justifier, parce que pour tout le monde, c'est pas évident que Koumbeji a un avenir à l'Olympique Lyonnais, et je l'entends parce qu'il y a beaucoup de joueurs devant lui, je pense à Mata et Maitland-Niles, mais il a quelque chose en plus en termes de la fougue et de la grinta, on va dire. Alors, c'est rare de voir autant de grinta pour un joueur français, on pense souvent plus aux Sud-Américains, mais là, je ne sais pas si c'est justement la jeunesse, mais sur les contacts, il y va et pas de main molle, je ne sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, il prend souvent des cartons jaunes, c'est aussi la chose qui fait peut-être qu'il joue un peu moins que ce qu'il aurait pu. Je dis pas qu'il doit être titulaire, loin de là, Maitland-Niles et Mata sont au-dessus, évidemment, mais dans cette fougue, malgré les cartons jaunes, c'est quelque chose d'intéressant qu'il propose. Donc voilà, le milieu de terrain n'a pas été non plus d'une grande tête, j'ai envie de vous dire, même s'il y a eu des belles choses, on revient d'ailleurs sur les beaux côtés du match, il y a eu des belles choses dans la remontée du ballon, quand on remontait le bloc, alors on s'arrêtait souvent à notre moitié ou au maximum à la limite des 35 mètres adverses, mais quand on arrivait à remonter le ballon, on faisait des beaux petits schémas de passe, ça combinait genre triangle, 1-2, on allait vers l'avant, enfin sur ces actions-là, j'y reviendrai aussi après, donc ça c'était des choses plutôt pas mal. Par contre, on va passer aux choses négatives, quand on arrivait aux 35 mètres, je l'ai dit, plus rien. Il y avait un manque de créativité criant dans notre jeu, on n'a proposé rien de ce côté-là, et c'est ce qui aurait pu être dangereux, on aurait dû avoir de la créativité, de l'instinct dans ce que faisaient nos joueurs, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Cherki était un peu bridé, j'ai l'impression, il n'a pas prouvé ce qu'il a fait ces dernières semaines, mais avec le contexte du mercato, c'est difficile, aussi on y reviendra tout à l'heure. Donc ça a été compliqué dans ce secteur offensif, la ligne offensive n'a pas du tout eu un impact. Fofana est sorti sur blessure, j'ai pas non plus de nouvelles à ce niveau-là, j'espère que c'est pas trop grave. En tout cas, on verra comment ça se décante ces prochains jours, et j'espère que tout à l'heure il jouera contre Nantes. J'espère qu'il se sera remis, j'ai pas vu le groupe encore parce que je tourne la vidéo le samedi matin. Vous le savez maintenant les gars, je le répète à chaque vidéo, bref, c'est pas ça. Et du coup, en plus de ce manque de créativité, il y a quelque chose qui m'a paru flagrant que j'ai pas aimé. Alors, je vais prendre l'exemple de Ryan Cherki, mais c'était loin d'être le seul, mais c'est celui que j'ai peut-être le plus observé dans ce niveau-là, c'était pour les prises de balles. Alors qu'on était dans notre moitié de terrain ou au niveau de la ligne médiane. Alors, notre défenseur faisait une passe à Cherki comme il faisait une passe à d'autres, sauf que Cherki prenait une touche, deux touches, et se retournait au bout de la troisième touche. Donc, il restait dos au sens du jeu sur une ou deux touches avant de se retourner, alors qu'il était seul. Il n'y avait pas de défenseur qui était sur lui. Mais le fait de faire une touche, deux touches, dos au jeu et de limite se rapprocher de nos cages, ça laissait le temps au défenseur de venir au marquage sur lui. Alors qu'il aurait pu aller de l'avant, il n'y avait vraiment personne sur lui au moment où il fait sa première touche. Donc il aurait dû être orienté de trois quarts, faire un contrôle orienté, aller de l'avant, parce que ça aurait pu dynamiter un petit peu le jeu, qui a été beaucoup ralenti. Je pense à Cherki, comme je pense à Matic par exemple, c'est un peu le même profil. Je pense que nos joueurs n'ont pas eu assez de confiance. Je dirais, ouais, je pense que c'est un peu assimilé à la confiance parce qu'ils ont la qualité pour faire ça. Mais ils ont peut-être dit, j'ai peur d'aller de l'avant, au cas où je perds la balle, ça va être compliqué après pour mon équipe. Et dans le contexte des mauvais résultats qui s'enchaînent, voilà, on peut comprendre que c'était pas fou. Voilà pour l'analyse du match. Dites-moi ce que vous en avez pensé aussi en commentaire. S'il y a des choses que vous voulez rajouter, je lirai ça avec plaisir.
D'autres petites infos du coup sur cette rencontre. On est 5e de Ligue Europa, donc on est toujours qualifié en 8e de finale. La semaine prochaine, jeudi, on joue Ludogorets, le premier du championnat bulgare qui roule sur son championnat mais qui est 33e de Ligue Europa. Donc la victoire semble impérative et devrait ne pas être excessivement dure, même si dans le contexte mental de notre équipe, on peut s'attendre à tout, comme c'était le cas contre Bourgoin-Jallieu, mais normalement, la logique des choses devrait faire qu'on s'impose et qu'on reste dans le top 8 et qu'on soit directement qualifié pour les 8e de finale de Ligue Europa. Alors maintenant, passons à José Mourinho. Il faut savoir que l'entraîneur turc a dit à la fin du match « Les bonnes équipes sont des bonnes équipes car elles ont un bon entraîneur et Lyon est une bonne équipe ». Alors, c'est un petit peu un syllogisme, on retourne dans les petits cours de français. Prémisse mineure, une bonne équipe a un bon coach. Prémisse... attendez... Prémisse majeure, Lyon est une bonne équipe. Conclusion, Pierre Sage est un bon entraîneur. Je crois que c'est ça les gars. Bon, j'ai plus de français depuis l'année dernière, je suis un petit peu rouillé. Mais on va dire que c'est un syllogisme de la part de José Mourinho qui encense le coach lyonnais. À la fin, ils ont pris une photo ensemble et la démarche semblait venir de l'entraîneur José Mourinho. Alors que c'est un peu surprenant, mais en tout cas, il considère beaucoup notre entraîneur. Et ça fait plaisir parce que ça montre, dans ce contexte aussi difficile pour lui, parce qu'il est sur la sellette, on parle d'ultimatum. Il paraît que le texteur aurait contacté Fonseca dans un premier temps pour Botafogo, puis pour l'Olympique Lyonnais. Mais José Mourinho, qui a une grande vision du foot, qui est très intelligent dans le foot, malgré que son style de jeu n'est pas très joli à regarder, on va pas se mentir, ça a été un grand connaisseur de foot. D'ailleurs, il a aussi fait les éloges de Jean-Michel Aulas et de Pinto da Costa, l'ancien président de Porto, comme c'était des gens qui connaissaient le foot, alors que Textor le connaît un peu moins. Et en soi, il a raison, on parle d'un Américain qui est plus patron d'entreprise que patron de club de football. C'est vrai, on en parlera également tout à l'heure de John Textor. Mais voilà, donc José Mourinho soutient Pierre Sage, comme toute l'équipe. La Casette a dit que tout l'effectif était derrière le Jurassien et ça fait plaisir. Il y a une forme d'unité qui montre que Pierre Sage est l'homme de la situation, parce qu'il faut voir où il nous a emmenés. Ça veut dire qu'il a des qualités folles en management, en coaching, en tactique. Il est en train de créer une identité de jeu qui, même si en ce moment c'est plus compliqué, va faire quelque chose de grand. Donc moi j'ai confiance en Pierre Sage, je veux qu'il reste. Ce serait une erreur grave, je pense, de notre président de le virer. Je pense que ce serait compliqué. Alors certes, Fonseca est un très très bon coach, mais Pierre Sage est un des meilleurs coachs français du moment et je pense que c'est l'homme de la situation, au moins jusqu'à la fin de la saison. Et j'espère qu'il ne me fera pas me tromper, mais en tout cas j'ai une totale confiance en cet homme, et même dans les moments difficiles, je pense qu'il arrivera à s'en sortir. Et dites-moi ce que vous pensez de Pierre Sage en commentaire les gars, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui sont pas 100% d'accord avec moi, donc j'aimerais comprendre leur point de vue. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire également. Voilà pour ce match contre Fenerbahçe, pour les à côté de ce match également. On va passer maintenant au mercato parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. On enchaîne, c'est parti. On enchaîne donc avec le mercato. Première info, première officialisation les gars, c'est Justin Bengi qui prolonge à l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2028, notre troisième gardien étant donc son bail jusqu'en 2028, et il est prêté dans la foulée au FK Jedinstvo. Alors c'est les derniers du championnat serbe, donc il aura peut-être plus de temps de jeu. En tout cas je le souhaite pour lui, je sais pas s'il arrive en premier ou en second gardien, mais en tout cas il devrait plus jouer qu'à l'Olympique Lyonnais où il était voué à enchaîner 0 minutes tout au long de la saison. Donc évidemment je pense que le prêt est une bonne chose. Par contre la prolongation, je suis pas trop fan parce que certes je l'ai pas vu beaucoup jouer Justin Bengi, seulement avec la réserve. Donc je sais pas ce qu'il vaut, mais moi je veux voir Mathieu Patouillet jouer à Lyon. Je veux qu'il soit titulaire après Lucas Perry. Je veux qu'il vienne, qu'il devienne deuxième gardien après son prêt de Sochaux. Je veux qu'il remporte un trophée avec Lyon. J'adore ce joueur formé à Lyon qui est exceptionnel dans le peu qu'on a vu, qui avec la Coupe de France réalise toujours de belles prestations avec Sochaux. Pareil dans le championnat national, donc je veux voir Mathieu Patouillet. Voilà, c'était mon petit coup de gueule à propos de la prolongation de Justin Bengi, même si je doute pas que ce soit un mauvais gardien, évidemment. Enfin, je doute pas que ça ne soit pas un mauvais gardien, excusez-moi pour la formulation. En tout cas, il s'envole du côté de Jedinstvo, dernier du championnat serbe. Voilà pour la première info, on passe à la seconde, toujours dans l'officialisation, et on peut sortir le champagne. Wilfried Zaha n'est plus lyonnais. Alors ça fait plaisir les gars. Enfin, on se sépare d'un joueur, d'un indésirable qui n'a peu joué, qui faisait toujours la gueule, que ce soit à l'entraînement, sur le banc, sur le terrain, qui venait en retard aux entraînements, qui était même allé à Londres
lors des rencontres de Lyon et récemment il séchait les entraînements avec un accord de Lyon, on va dire. Mais enfin, il part, Lyon casse son prêt et économise un petit peu de salaire avec Galatasaray et il est prêté dans la foulée jusqu'à la fin de son contrat avec le club turc au Charlotte FC, donc en MLS. Tant mieux pour lui, il n'y a pas eu de message d'au revoir sur son compte Instagram, rien, il est parti comme ça. Il a dit au revoir à personne et personne ne lui dira au revoir parce qu'il ne méritait pas de porter cet écusson, les gars, parce qu'il ne méritait pas tout simplement, par son caractère, par son investissement dans le club. Donc voilà pour cette officialisation également. Voilà, on enchaîne avec les infos. Une qui est un gros coup de tonnerre, on va dire, les gars, c'est Ryan Cherki. Récemment, les gros médias ont dit qu'il y avait un accord oral entre Textor et Cherki pour un départ cet hiver à hauteur de 22,5 millions d'euros. C'est trop peu pour le joueur qui a cette qualité, on va dire, qui s'est tant révélé en cette première partie de saison, même si ce mois de janvier est plus compliqué. On souhaite qu'il se relance et le mercato doit forcément peser sur son niveau de jeu parce qu'on annonce qu'il a un accord pour partir, on annonce qu'il voulait partir l'été dernier absolument au Paris Saint-Germain. Et là, c'est plus difficile pour lui parce que le mental doit être en train de tourner comme ça. Je vous dis même pas que ça doit être trop compliqué pour lui. On lui souhaite de revenir à fond et de finir la saison avec l'Olympique Lyonnais. Moi, je veux pas le voir partir. Je veux pas qu'il aille dans les clubs où il est annoncé parce que, en plus de Dortmund et Leipzig qu'on avait, non, pardon, pas Leipzig, mais Leverkusen qu'on avait déjà entendu parler, en plus de Liverpool, il y a également Naples et le Bayern. Alors, Naples qui est très très bien dans le championnat d'Italie avec l'Inter et le Bayern idem en Bundesliga. Alors, ce sont deux grosses écuries qui, forcément, te donnent envie d'aller voir ailleurs, mais moi, j'espère qu'il attendra au moins la fin de la saison pour pouvoir partir et partir plus cher parce qu'il a le potentiel pour partir à 40 millions minimum. Alors 22,5 pour un joueur dont on parle depuis qu'il a 15 ans, pour 22 millions et demi d'euros, enfin c'est compliqué, moi je veux pas le voir partir à ce prix-là, c'est pas du tout ce qu'il vaut et ça me ferait chier de me séparer de ce type de joueur dans ce contexte-là. Donc voilà pour l'info de Cherki. Alors on enchaîne, il y a encore pas mal de petites infos. Je pense tout de suite à Corentin Tolisso, alors rien de bien concret. On l'a annoncé du côté d'Al-Shabaab, mais paraîtrait qu'il est trop gourmand dans les salaires et tout. Et je pense également qu'il veut rester à l'OL au moins jusqu'à la fin de la saison aussi. Il est pour le moment très très bon au milieu de terrain. Il pouvait même rêver de l'équipe de France parce que c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de cette première partie de championnat. Il a retrouvé le niveau qu'il avait en signant au Bayern. Donc je pense que Tolisso doit rester et que c'est pas un club du golf qui va l'attirer, du moins pas par son projet sportif, évidemment, on se sait. Donc d'autres informations qui concernent un de nos alliés également, c'est Benrahma qui a annoncé du côté d'Ipswich. Alors moi je veux pas le voir partir pour la simple et bonne raison que pour le remplacer, on peut pas avec la DNCG. Donc on serait en carence d'attaquants je pense, parce qu'on n'a pas beaucoup d'ailiers à part Noama et Benrahma. Quand Cherki et Fofana jouent, il n'y a pas de remplaçant. Donc si on en perd un, ça va être compliqué d'équilibrer, on va dire, l'effectif. Et là, chaque poste est doublé, on va dire, si Cherki joue ailier, sachant qu'il est 10 et qu'il a joué récemment en tant que milieu offensif. Donc il faut voir, mais moi je veux pas que Benrahma parte cet hiver parce qu'on ne pourra pas se renforcer, surtout avec la vente de Luis Enrique, donc j'y viens. Luis Enrique a été cédé au Zénith Saint-Pétersbourg pour 33 millions d'euros. Alors je ne comprends pas pourquoi il est parti au Zénith alors que tu avais la Fiorentina sur le coup et que pour aller dans un pays en guerre comme ça, bah franchement je vois pas comment tu peux moralement, enfin ça te fait pas plaisir d'aller dans ce genre de pays, je pense que c'est pas le moment ni le contexte, alors il faisait affoler les compteurs de toute l'Europe, il devait aller à Lyon, puis à la Fiorentina, enfin des clubs qui sont bien plus alléchants que le Zénith qui joue pas de Coupe d'Europe, enfin franchement je comprends pas, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche pour moi, je sais pas comment ce transfert s'est déroulé, mais en tout cas Lyon devrait avoir les 33 millions d'euros du transfert, parce qu'il paraît qu'on possède les droits sportifs de Luis Enrique. Alors ça, je serais supporter de Botafogo, mais je me pendrais franchement. Mes joueurs, mes pépites qui partent du côté d'un autre club pour 33 millions d'euros, c'est pas rien, 33 millions d'euros, et c'est un de nos amis clubs, on va dire, un de nos frères clubs qui récupère la somme, mais moi je me foutrais en l'air. Enfin, on vient de gagner la Bundesliga, la Serie A brésilienne, je me mets dans la peau d'un supporter de Botafogo, hein, je ne le suis pas évidemment, il n'y a qu'un club qui fait battre mon cœur, enfin c'est pas le sujet, mais en tout cas, donc je disais, je suis supporter de Botafogo, je gagne la Libertadores, je gagne le Brasileiro,
je vais jouer l'année prochaine la Coupe du Monde des clubs, enfin durant cet été. Et pour les clubs qui ne sont pas européens, c'est une aubaine pour eux, ça leur fait plaisir. On n'est pas du tout sur le même contexte que notre vision européenne à nous sur le sujet. Donc je veux me renforcer, je veux avoir de l'argent et je perds un gros talent. Donc évidemment, je veux que l'argent me revienne à moi pour pouvoir investir et me renforcer pour la saison qui est en cours, qui vient de commencer, et pour la Coupe du Monde des clubs. Donc j'aurai évidemment beaucoup de haine. Mais bon, on va pas se plaindre de récupérer l'argent de Luis Enrique parce qu'on est en besoin financier énorme. Du coup, ça fait quand même plaisir pour nous, même si une partie de ces gains pourrait quand même rester du côté de Botafogo. Enfin, c'est assez fou comme situation. Voilà. Dernière petite info mercato, elle concerne Taner Tessmann, les gars, notre milieu défensif qui ne joue pas beaucoup, qui est dans la rotation de Matic, alors qu'il pourrait, dans certains contextes de match, rentrer et même être titulaire, parce que je pense qu'il a des qualités, même s'il faut qu'il les exploite un peu plus. Il va progresser, il est encore jeune, Taner Tessmann. Il paraît que la Serie A est sur le dossier. On parle également du Napoli, de la Fiorentina et du Torino, je crois. Il me semble que c'est ça. Donc 3 bons clubs, enfin Torino un peu moins, 2 bons clubs et un autre club de Serie A qui sont sur le dossier Taner Tessmann. Ça peut le faire réfléchir parce qu'il connaît l'Italie. Il parle sûrement un petit peu italien parce qu'il jouait à Venise. Donc je pense que ça peut le faire réfléchir en vue de son temps de jeu. Je préférais le garder parce que je pense qu'il représente l'après-Magic et la saison prochaine. Il aura sûrement plus de temps de jeu que cette saison. Et pareil, dans le contexte des mois qui vont s'écouler, de plus en plus de matchs, de la phase finale de Ligue Europa, évidemment qu'il aura plus de temps de jeu que récemment, que ces dernières semaines. Voilà pour le point mercato, ça fait pas mal d'offres, beaucoup de choses à dire. Certains qui font plaisir, certains qui font un peu moins plaisir. Mais en tout cas, on a fait le point sur le mercato et je pense que d'ici la fin du mois, donc encore une petite semaine, franchement les gars, notre tête, elle va tourner dans tous les sens, surtout au niveau de Ryan Cherki, parce que on ne sait pas, ça va de gauche à droite, des infos qui restent, des infos qu'il a envie de partir, qui a l'accord verbal, enfin bref, c'est compliqué. Il faut être fort pour supporter l'Olympique Lyonnais et c'est assez dur en ce moment. On va enchaîner, on va parler des autres infos qui font plaisir et d'autres qui font un peu moins plaisir. Donc c'est parti pour la fin de la vidéo. Alors pour cette ultime partie de la vidéo, on va commencer par la statistique qui fait pas plaisir. Alors petit contexte, l'autre jour je discutais avec un de mes profs de la situation de l'Olympique Lyonnais. Il me disait avec ironie que l'Olympique Lyonnais souffrait de la période de mercato, mais il n'y croyait pas trop, enfin c'était pour rire. Mais j'ai une stat pour montrer que évidemment cette période pose quelque chose de lourd, on va dire, sur notre équipe, qui fait que c'est plus compliqué en termes de confiance, en termes de mental, les joueurs sont pas au même niveau. J'ai une petite stat qui illustre ça. Sur les 15 matchs qu'on a disputés en période de mercato cette saison, on n'en a gagné que 3. Pour vous dire à quel point le contexte du transfert, le contexte des rumeurs, des infos qui fusent dans les médias, c'est compliqué à gérer pour nos joueurs. On voit, ils n'ont pas la tête à l'endroit et ça se ressent puisqu'ils ont gagné seulement 3 matchs sur 15. Alors pour changer ça, il faudrait peut-être un nouveau préparateur mental. Je ne sais pas si on a un à Lyon. Je sais que dans la période où on gagnait les championnats, nos joueurs avaient des cours de psychologie. Donc en vrai, peut-être que ça aiderait. Si on peut remettre ce genre de service en place dans notre équipe, je pense que ça ferait du bien. Parce que nos joueurs n'ont pas la tête à l'endroit, surtout dans les périodes de mercato. On espère que ça reprendra après le 2 ou 3 février. Je ne sais plus quand il ferme exactement. Mais en tout cas, on essaye de garder la tête au-dessus de l'eau et essayer de prendre les points. Surtout contre Nantes, le Nantes d'Anthony Lopez. Et oui, on va retrouver notre légende, notre star, notre petit bébé de l'Olympique Lyonnais, notre roi. Ça va être difficile de regarder ce match, de voir Anthony Lopez avec un maillot jaune-vert canari bizarre là. Ça va faire franchement bizarre, rien que d'y parler, j'ai un petit peu des frissons. Honnêtement, j'ai pas envie de voir mon joueur préféré de l'Olympique Lyonnais ces dernières années, mon joueur préféré tout court, avec un autre maillot que le nôtre, avec la volonté de défendre des cages où nos anciens gones qui ont fait les mêmes classes que lui dans les catégories de jeunes, qui ont partagé des moments en professionnel avec lui, vont essayer de lui marquer des buts. Ça va être compliqué. Pareil, j'ai envie de voir l'année prochaine, quand il va revenir au Groupama Stadium, est-ce qu'on va lui chanter quelque chose? Est-ce qu'on va faire Lopez on fire? Je sais pas, on verra. Franchement, j'espère que oui, parce qu'il le mérite. Au moins à l'échauffement, quoi, s'il vous plaît. Mais ça, ce sera une autre question pour la saison prochaine. En tout cas, on est contre Nantes. On va devoir gagner pour essayer de se rapprocher une nouvelle fois du podium et de la qualification en Ligue des Champions. Marseille affronte Nice.
c'est plutôt un match qui nous est favorable. On verra qui gagne. En vrai, malheureusement, ça me fait chier de le dire, mais je préférais que Marseille gagne en termes de concurrence directe. On est plus proche de Nice que de Marseille et de beaucoup de points d'écart. Donc forcément, j'aimerais que Nice perde ce match plutôt que Marseille le gagne. On va dire plutôt Nice le perd, ce serait mieux. Et ça nous arrangerait. Par contre, nous, va falloir taper contre Nantes parce qu'après, les matchs vont s'enchaîner. Je pense à Marseille, Monaco, Paris qui vont arriver assez vite. Donc voilà pour ça. On finit avec deux infos qui font plaisir. La première, ça concerne un apport d'Eagle Football Holding. Donc la holding de John Textor a apporté 83 millions d'euros dans les comptes lyonnais. Ça fait plaisir les gars. On ressort un petit peu aussi la tête de l'eau. Alors si les chiffres sortis par l'équipe la semaine dernière sont justes, avec ces 80 millions d'euros, on devrait normalement passer largement le cap atteint par la DNCG. Mais beaucoup de chiffres sortent ces derniers temps, beaucoup d'infos sortent. Donc est-ce qu'on peut faire 100% confiance à l'équipe? Je ne sais pas honnêtement, je pense qu'il faut se méfier et qu'il faut qu'on reste à donner tout, mais enfin c'est pas français, il faut qu'on donne tout encore jusqu'à la fin de la saison. Et ces 83 millions d'euros qui rentrent à l'OL, c'est quelque chose de positif. Il concerne les ventes de joueurs, les ventes de Luis Enrique, la vente de Luis Enrique par exemple. Aussi Michel Kang qui a acheté des parts de l'OL féminin, enfin qui renforce ses parts avec un achat. Michel Kang a acheté pour 20 millions d'euros à John Textor. Donc voilà, ça fait plaisir également. On sort un peu plus la tête de l'eau et on économise des gros salaires. Et Eagle Football s'en vante parce qu'il paraît qu'on a réduit de 5 millions d'euros nos dépenses personnel, on va dire, qui concerne notamment les salaires. Je pense à celui d'Anto Lopez, justement, et celui de Maxence Cacré. Dernière info de la vidéo qui fait également plaisir, peut-être un retour de la Coupe de la Ligue. Alors, pas dans le même format qu'avant. Vous allez voir, ça fait bizarre, et franchement, je pense que... Je sais pas si c'est un avenir, honnêtement, mais ça m'excite un petit peu dans le sens qu'il va y avoir beaucoup de changements, et il y a quand même quelques problématiques à cette coupe, on va en parler. Alors, voici son modèle. Elle reviendrait en force quand il y aura la Ligue 3, c'est-à-dire en 2026-2027. Donc Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3 seraient concernés. Pour ce qui est des modalités, il y aurait un premier tour régional, donc ça veut dire contre une équipe de la région simplement. Il y aurait des quotas de jeunes par équipe pour éviter que les équipes européennes se fatiguent et fatiguent ces joueurs dans un contexte où il y a de plus en plus de matchs. Donc ça c'est pas mal aussi. Et il n'y aurait pas de qualification européenne pour le gagnant. Alors, les problématiques que ça soulève, on va dire, c'est est-ce que ce trophée sera beaucoup valorisé? Parce que franchement, on se dit, les gars, il n'y a que des équipes, enfin, il y a des quotas de jeunes, il n'y aura pas beaucoup d'équipes européennes, il n'y a pas de qualification européenne. Voilà, ça me fait penser un petit peu au trophée des champions en termes de valorisation du trophée. Est-ce que franchement, nos joueurs seraient concernés par cette coupe? Déjà qu'ils le sont un peu moins par la Coupe de France. Je prends l'exemple de Stade contre Bourgoin-Jallieu, mais d'autres équipes l'ont été avant et le sont toujours. Franchement, je sais pas quel avenir ça aura. Est-ce que ça galvanisera plus les petites équipes que les grosses? C'est possible. Mais en tout cas, ça peut prendre une forme intéressante. Je vais leur laisser le temps, je vais leur laisser travailler dessus. Il y a un groupe de présidents qui travaillent dessus, avec notamment Marc Keller, avec notamment Laurent Prudhomme, aussi président de l'OL, qui sont sur le sujet. On verra ce que ça donne dans les prochaines saisons, comment ça évolue ce projet. Est-ce qu'il verra jour? Et si oui, est-ce que ce trophée aura un intérêt? C'est la problématique majeure de ce trophée. À quoi bon créer une compétition qui n'a aucun intérêt pour nos clubs, à part rajouter des matchs, des droits TV, enfin bref, un intérêt seulement économique. Donc à voir, est-ce que ça verra le jour? Je ne sais pas, honnêtement, c'est un projet ambitieux, mais est-ce un projet réaliste? À vous de me le dire en commentaire, j'aimerais aussi avoir votre avis sur cette forme de compétition, donc on verra ce que ça donne. Voilà pour la vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, on se retrouve la semaine prochaine. On analysera Lyon-Nantes, on analysera Lyon-Ludogorets. Donc on verra et on se laisse donc sur ça. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se laisse sur une phrase de Barthez. Je suis sûrement en train de me répéter, c'est la fin de la vidéo, je suis fatigué. Donc l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Allez, ciao les gars.